Donc les 24 heures d'innovation, très rapidement le contexte, l'historique, notre point de vue vis-à-vis de l'industrie, la clientèle, puis de petites présentations vidéo. Et puis ce qui va peut-être nous intéresser ici plus, c'est les aspects laboratoire de recherche et d'expérimentation. C'est une plateforme, les 24 heures de l'innovation. C'est vraiment une plateforme d'observation, d'expérimentation pendant la phase d'idéation. Parce que c'est une phase qu'on voit très très peu dans l'industrie. Il n'y a pas de service de créativité, il n'y a pas de responsable créativité, il n'y a pas de gestionnaire d'idées ou autre. Donc c'est une phase qui est un peu évanescente, il n'y a pas de responsable. Et on essaye de catalyser un peu des efforts à un instant T, et puis on observe ce qui se passe. Et ensuite on essaye d'apporter des recommandations. D'un point de vue, donc je vais passer très rapidement, puisque là c'est un contexte ETS de prof. Mais cette présentation, je vais la faire tout à l'heure au salon d'innovation technologique qui a lieu en ce moment à Montréal. Et puis je vais la représenter. Donc bon, je vais pas vous faire l'affront de vous dire que dans les années 60, c'était le taylorisme et puis la productivité à tout prix, ensuite la qualité. Et puis est apparue l'innovation, et puis petit à petit, on parle de créativité. Et maintenant, on ose associer le mot ingénierie et créativité. Alors qu'avant, créativité, c'était plutôt pour les artistes. Et puis l'ingénierie, c'était des choses sérieuses, sans risque. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que les idées d'aujourd'hui, ou les créativités d'aujourd'hui, c'est l'innovation de demain. Et comme on veut avoir une innovation intensive, alors une innovation régulière, on a besoin de gérer le processus à la source, c'est-à-dire que de gérer les idées, gérer la créativité. Et autant avant, on parlait de produits, la voiture, et maintenant on parle de mobilité. Donc le client intervient aussi dans le processus. Donc c'est un processus qui est beaucoup plus complexe que précédemment. Alors il y a différentes approches. Il y a une approche qui est assez top-down avec l'iPod. Un beau produit qu'on met sur le marché et puis les gens achètent, donc ça c'est parfait. L'autre approche, c'est une approche bottom-up. Ça c'est le High Line à New York. C'était une voie désaffectée, une voie de tramway désaffectée, aérienne. Et puis la population en avait un petit peu marre de voir ce bout de béton et de métal un peu déformé, puis complètement rouillé. Et maintenant, c'est devenu une voie sur laquelle on peut se promener, très vert, très agréable. Ça coûtait des millions de dollars, mais c'est parti de bottom-up. Des aspects qui viennent de plus en plus en résonance, c'est des aspects de culture, respect de l'environnement, intégration sociale. La Tohu à Montréal est l'un des bâtiments les plus visités par les touristes. Donc ça ne paraît pas quand on habite à Montréal, mais les personnes extérieures vont visiter la Tohu. Notamment, c'est dans un quartier un petit peu délicat, mais respect de l'environnement, intégration sociale, il y a beaucoup de créativité à la Tohu. Et puis il y a un aspect qui est aussi design, innovation sociale, business model, où là on change la façon d'aborder les choses. On peut parler du tramway à Strasbourg, où le tramway à Strasbourg passe dans les petites ruelles de Strasbourg, des petites rues pavées, et les habitants ont participé à l'implantation du tramway, ça marche très bien, même s'il passe tout près de la cathédrale qui est un monument historique, ça se passe très bien. Puis le Bixi à Montréal qui change le regard qu'on a sur Montréal l'été. Et l'autre façon de voir, c'est d'entrechoquer les idées. C'est le Cirque du Soleil qui s'est mis avec des iguales. Les iguales, c'est une marque de vêtements. Et quand on achète un vêtement des iguales portant sur le thème du Cirque du Soleil, on a une petite pastille, et dans la pastille, il y a un bout de costume du Cirque du Soleil. Et le Cirque du Soleil fait fabriquer une partie de ses costumes par des iguales. Il y a Coca-Cola qui s'est mis avec un fabricant de carton, et ils ont inventé une nouvelle chaise, une sorte de nouveau fauteuil en carton. Donc il y a beaucoup d'entrechoquements d'idées comme ça qui se font, avec des entreprises qui parfois n'ont pas grand-chose à faire ensemble, et qui, lorsqu'elles sont ensemble, font de la créativité. Donc quand on parle d'entreprise créative, on pense Ubisoft, Cirque du Soleil, la SAT, Juste pour rire et autres, mais des grands groupes, Philips, BRP, Lafarge par exemple, deviennent de plus en plus créatifs. Lafarge est en train de travailler sur un béton transparent.
Donc les grands groupes sont aussi créatifs, elles deviennent de plus en plus. 75% des revenus des entreprises qui réussissent proviennent de produits qui n'existaient pas 5 années auparavant. Je vous laisse y réfléchir un petit peu. Tous les produits que vous aimez bien, smartphone, etc., ça n'existait pas il y a 5 ans. Donc on voit que ça va être ça aussi. Donc on voit que ça va, l'iPad et autres, on voit que ça va très vite. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de gérer les idées, parce que ce sont les innovations, pas dans 10 ans, mais dans les années à venir. Et ce processus de créativité, on commence à en avoir... avant c'était une boîte noire, puis on commence à ouvrir un peu la boîte noire, puis voir ce qui se passe un peu à l'intérieur. Donc au début, on a vraiment des embryons d'idées, et puis ensuite on a une phase de maturation. On peut ensuite avoir une banque d'idées, et ces idées qui montent en maturation vont potentiellement aller dans des incubateurs, dans les PME, les grandes entreprises, des projets de recherche et autres. Donc ça prend tout un mûrissement. Tous les grands projets, quels qu'ils soient, ont commencé dans un couloir. Avec une personne qui a eu une idée, qu'on a parlé à une autre, et puis ça a grossi comme ça. Même aller sur la Lune, c'est parti comme ça. Donc ça part toujours d'une idée embryonnaire. Et on ne sait pas très bien ce qui se passe à ce niveau-là. D'où les 24 heures de l'innovation. L'idée, c'est de concentrer, à un moment donné, en un lieu donné, des personnes qui vont travailler sur la partie d'idéation et la partie créative. Donc, c'est une journée internationale. Donc, la dernière fois, il y avait 1000 participants, 10 pays. Donc, dans les pays, donc, il y a le Canada, la France, le Sénégal, l'Argentine, l'Uruguay, la Chine, Shanghai, etc., etc. Donc, les sujets sont donnés le matin à 9h au Canada, 15h en France, 9h du soir à Shanghai. Et tout le monde a 24 heures pour essayer de proposer des résultats sous forme de vidéo de 2 minutes maintenant. Ouais, parce que 3, c'était déjà trop long. Donc on passe à 2 minutes. Alors on en est vraiment à la phase de très conceptuelle. Ensuite, ces vidéos sont mises sur Internet via un site web que je vais vous montrer. Et nous, ça nous a permis d'observer. Les 5 premières éditions, 4-5 premières éditions, on a observé ce qui se passait. Comment les gens réagissaient, ce qu'ils faisaient, quelles informations ils échangeaient et autres. Et dans les éditions à venir, donc 6e et les suivantes, on va essayer de les tutorer, de leur donner des conseils. Donc il y a une petite évolution à ce niveau-là. Les prochains 24 heures ont lieu au sein de C2MTL. C2MTL, vous en avez un petit peu entendu parler. Commerce, créativité. La dernière fois, il y avait Francis Ford Coppola qui était présent. C2MTL, ça dure sur 3 jours. Et c'est juste à côté. Hein. La prochaine fois, ça sera à l'Arsenal, qui est juste à côté. Et cette fois-ci, il devrait y avoir Richard Branson, donc le PDG de Virgin. Il devrait y avoir Stark, le grand designer, et puis aussi le PDG d'Ideo. Donc des grands noms qui viennent. Et donc on aura un site qui sera à C2MTL. Donc dans le village de l'innovation, il nous réserve un espace pour mettre les 24 heures d'innovation. Vous m'arrêtez hein, s'il y a des questions. Donc ça s'adresse à tout le monde. Avant, on avait dit universitaire, puis ensuite on a fait rentrer des collégiens, donc on n'a pas respecté notre parole. Donc ça s'adresse véritablement à tout le monde. Étudiants, collégiens, citoyens, seniors, etc. Il y a des industriels qui participent aussi. Absolument tout le monde peut participer et pas d'obligation d'être présent sur le site. Alors, les collégiens viennent, ils sont venus la dernière fois de 9h du matin à 5h le soir. Et on avait des équipes de collégiens universitaires. Donc 11-12 ans avec nos étudiants DTS. Et c'était très très vivant. Et ça a bousculé un peu nos ingénieurs. Donc ça a fait nos élèves ingénieurs, où les collégiens demandaient pourquoi. Et là on est obligé de se poser la question du pourquoi. Et c'était très créatif. Alors 10 sites à travers le monde. Là par exemple vous avez Québec. Donc ça c'est en début des 24 heures. Puis ça, c'est plutôt la fin des 24 heures, où ils passent 24 heures non-stop à travailler sur le projet. Donc, je défie n'importe quel enseignant de faire travailler 24 heures de suite un étudiant. Et là, on y arrive. Et c'est sur la bonne volonté. Il y a des prix à gagner. Il y a 10 000 $ en prix, mais ils viennent pas pour ça, les étudiants. Il y a 10 000 $ en prix. Et ils travaillent
24 heures non-stop. On est en visioconférence avec WebEx. On voit tous les sites dans le monde. Il y a une caméra sur les différents sites dans le monde. Donc on a tout ça à l'écran. On voit le soleil se lever, se coucher sur l'île de la Réunion. On voit les cartons de pizza passer à l'UTBM à 5 heures du matin. Enfin, 5 heures du matin chez eux. Ça bouge. Et ça apporte beaucoup de vie, quoi, de savoir que de l'autre côté de la planète, il y a des gens qui sont en train de travailler aussi. On a même eu des équipes mixtes, France-Canada, et on pensait que ça allait les déranger d'être à 5-6 000 km l'un de l'autre. Et en fin de compte, non. Parce qu'au sein de l'équipe, il y a tout le temps quelqu'un qui était au top en termes de décalage horaire. Pendant que certains dormaient, d'autres étaient réveillés. Donc ça les a avantagés. Donc ils ont 24 heures non-stop pour proposer une vidéo de 2 minutes. C'est un concept, donc comme c'est un concept, c'est pas brevetable ni autre, il n'y a pas de propriété intellectuelle, et c'est mis sur YouTube. Et ils peuvent faire appel à tous les experts qui veulent, tous les profs qui veulent, il n'y a pas de règles particulières, les équipes se constituent comme elles veulent. En Algérie, eux, ils ont pris un système où c'est 10 étudiants et 2 profs, pendant 24 heures. Ici, les étudiants font un peu comme ils veulent, et les profs passent de temps en temps. C'est très très souple. En Argentine, ils font venir un ministre. Il y a un ministre qui vient à la séance au début et à la fin, hein, c'est ça. Enfin, surtout à la fin, la remise des prix. Il y a un ministre qui vient, il y a 300 personnes, enfin, c'est assez gigantesque. Donc chaque site est un petit peu différent, et j'ai la chose différemment. Et on envoie, donc chaque site, il y a un jury local. Il y a un jury local sur chaque site, et ensuite les meilleures vidéos de chaque site compétitionnent à l'international. Et on a un jury ensuite international. Voilà, donc ça ce sont des étudiants, donc si vous les reconnaissez, donc ces étudiants là, donc ce sont des personnes de l'ETS, Gilles Cloutier, des personnes de l'ETS qu'on a envoyées à l'UTBM en France. On en a envoyé aussi à Shanghai. À chaque fois, on en envoie à l'étranger pour vivre les 24 heures à l'étranger. Donc on a un site qui s'appelle Inokiz. Je vais peut-être vous le montrer. Je vais d'ailleurs vous le montrer. Je l'ai plus là. Ah ok. Donc Inokiz, la manière dont ça se présente, vous avez les différents contests. Et puis vous avez donc par contest, pardon. Je vais prendre l'autre. Donc là, ce sont les différents sites distants qu'on avait. Le Sénégal, la Tunisie, l'île de la Réunion et autres. Donc on les a ici, France, Argentine, Uruguay, Algérie, Réunion, Canada, Colombie, Cameroun, Chine, Tunisie et Maroc, parce que je ne vais pas en oublier. Et donc là, nos commanditaires. Et on a les challenges qui sont proposés. Donc la ville de Montréal avait proposé un challenge. Donc ces challenges, où les défis sont très vagues, enfin très divers. Ça peut être comment réinventer le lieu café, ou ça peut être comme Fordia, comment aller chercher un échantillon de 1000 mètres sous terre. Les participants sont informés juste au début des 24 heures. Ouais. Et c'est intégré dans les 24 heures. Alors, ils ont une liste de challenges. Ouais. Il peut y en avoir combien de challenges? Là, il y en a une quarantaine à peu près, 40-50. Ils choisissent un. Est-ce que l'ETS a une seule équipe? Non. Il peut y avoir plusieurs équipes. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font les étudiants pour s'inscrire? Bah, Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils vont simplement sur le site Inokiz, et puis ensuite ils rentrent nom, prénom, ils rentrent leur profil, ils constituent leurs équipes sur Inokiz, et ensuite ils mettent... Alors il y a une... Alors, est-ce que je me souviens de mon mot de passe? Yes. Attends, ça n'a pas marché. Si je suis connecté. Chaque équipe a un espace personnel. Donc ça, c'est l'espace privé à l'équipe, où on voit l'état d'avancement. Et on a aussi donc les participants et autres. Et on a une page de gestion des idées. C'est-à-dire que chacun peut mettre une idée. Et ensuite, les autres personnes peuvent interagir sur l'idée.
Donc ils peuvent éditer l'idée, rajouter des choses, donc ils sont notés comme contributeurs, puis on peut voter pour les idées. InnoKids, c'est Ouais. qui ça? C'est les clés de l'innovation, ça a été développé pour les 24 heures. C'est une organisation? Non, c'est développé pour les 24 heures d'innovation. On a fait appel à un stagiaire qui a développé ça. Une plateforme. Ouais, pour supporter les 24 heures. L'adresse, c'est InnoKids. .com. Ouais. Avec un petit jeu de mots sur les clés de l'innovation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui proposent le sujet, il est intégré dans l'équipe automatiquement. Donc, il peut suivre ce qui se passe dans l'équipe. Et on pensait que les industriels allaient surtout intervenir au début pour mieux spécifier le projet, puis ensuite partir. Et en fin de compte, non. Ils participent à peu près tout le temps, quoi. Bon, par la nuit, mais sinon, ils participent à peu près de manière continue tout au long du projet. Parce qu'ils ne sont pas uniquement intéressés par le résultat, mais par tout le processus, puis toutes les idées abandonnées, puis parce que là, on est dans le cadre d'une compétition entre guillemets sur la créativité. Il y a plein d'autres idées qui peuvent être intéressantes. Alors, on s'inscrit individuellement, puis ensuite, on crée son équipe, et puis on demande à des copains de venir, ou alors, des copains ou copines de venir, ou alors on fait son équipe tout seul, mais là, on n'a pas eu le cas pour l'instant. Donc, à chaque fois, ce sont des personnes qui sont mises ensemble pour répondre au projet. Mais ça, on ne gère pas. Est-ce que sur le site, il peut y avoir des individus qui se cherchent une équipe? Oui, aussi, oui. Ouais. Donc, c'est pas nécessaire de se former une équipe à la fin. Ah non, du tout. On peut s'inscrire et dire Ouais, on arrive, et puis en fonction du sujet qui nous intéresse, on constitue une équipe. Ouais. Comment les sujets sont-ils choisis? Alors, les sujets sont choisis par on fait appel à des commanditaires. Je vais y revenir un peu par la suite. Et on retravaille le sujet avec le commanditaire. Parce qu'on s'est aperçu que les sujets trop vagues, par exemple, réinventer un quartier, en 24 heures, les personnes ont du mal à s'accaparer le problème. Et des choses trop techniques, changer le matériau qui va ici fondre parce que ça plaît pas non plus aux étudiants. Donc on les retravaille pour que ça soit ni trop gros ni trop précis. Mais il n'y a pas vraiment de choix particulier. Cette année, la prochaine édition va prendre l'environnement comme thème, mais c'est pas exhaustif, quoi. Ouais, c'est pas exclusif. Donc là, on a ça c'est au sein de l'équipe, hein, c'est privé à l'équipe. Et puis aussi, on a un outil de webconférence qui est intégré dans la plateforme. Alors, qui peut être view, qui peut être autre chose. L'avantage de... Le problème ne laisse pas tranquille. Voilà. L'avantage, c'est que par la suite, on peut... Je vais prendre celui-ci. On peut retrouver les résultats de toutes les équipes de par le monde. Par exemple, celui-ci, le nouveau sport motorisé de l'avenir, il y a 7 équipes qui l'ont prise. Et on peut aller voir les résultats de cette équipe, sous forme de vidéo, de 2-3 minutes. Donc c'est très... Un projet par équipe, ça peut être plusieurs équipes qui choisissent un même projet. Ouais, mais une équipe ne choisit qu'un projet. Enfin, généralement, dans les 24 heures, elles peuvent en prendre plusieurs, on ne regarde pas ça non plus. Mais en règle générale, ça leur convient. L'assiette est pleine. Ça prend 24 heures à toujours. Ouais. Donc ça permet d'aller voir ce qu'ont fait les voisins, quoi. Au Sénégal, ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Et puis ça permet de vous montrer, par exemple, des résultats qu'on a eus précédemment. Donc ça, c'est le résultat de l'année dernière, avec des étudiants de l'ETS, où là, le challenge, le défi, c'était comment réduire le son. Sur un... Il y a un hôtel avec une piscine, et puis au Radisson, qui fait trop de bruit. Afin d'aider l'hôtel Radisson de Biarritz à diminuer la fréquence du son lors des fêtes organisées sur le toit et ainsi respecter la limite tolérée par le code pénal R623-2,
Nous avons évalué et repensé la gestion des ondes sonores émises en deux phases, la transmission du son ainsi que la réception du son. Pour la transmission du son, nous avons incorporé divers matériaux absorbants tels que des panneaux de MDF pour la clôture de la piscine, un mur végétal pour délimiter la piscine de la terrasse et un plancher multicouche. En plus de répartir le son en deux ondes, le mur végétal a la capacité d'absorber les ondes sonores de basse fréquence. Il devient un atout esthétique et dépolluant. Sa fabrication, à partir de cages métalliques et de cloisons de feutre, permet de retenir les plantes et drainer l'eau. En ce qui concerne le plancher acoustique, nous avons choisi de combiner deux principes phoniques en trois étapes. Premièrement, nous allons utiliser des morceaux de caoutchouc volcanisés sur le plancher existant. Deuxièmement, nous allons installer des fragments de laine minérale sur les morceaux de caoutchouc. Plus les fragments sont épais et plus le plancher deviendra isolant. Troisièmement, nous installerons des panneaux de MDF. Nous étalerons par la suite une couche de green glue. C'est un composé visqueux qui amortit les vibrations et un matériau de finition sera finalement appliqué. Dans le but d'optimiser notre solution, nous avons choisi d'aménager le toit de fauteuils rembourrés en polyuréthane qui diminueront le son à la terrasse. Mais pourquoi ne pas recueillir l'énergie des ondes sonores et la réutiliser au sein de l'hôtel? Nous avons donc élaboré une solution de réception du son. En utilisant la propriété de piézoélectriques, nous pouvons installer des capteurs actifs et ainsi transformer les vibrations créées par le son en énergie électrique. Cette énergie sera ensuite utilisée afin d'alimenter un système de réception du bruit qui n'aura pas été éliminé par absorption. Ces mêmes capteurs pourront être utilisés dans le mobilier. Voulant profiter de la vue panoramique que l'emplacement nous offre, nous avons opté pour une solution invisible, un écran acoustique d'air chaud. Le son étant une vibration de l'air qui se dilue dans l'espace, nous avons conçu un mur d'air qui redirigera le son vers le ciel. Du coup, le voisinage sera épargné du dérangement engendré par la musique et la clientèle de l'hôtel. Les molécules étant le moyen de transport du son, nous avons utilisé de l'air chaud à haut débit pour faire voyager le son. Ayant besoin de cette technologie le soir lors des fêtes, l'air chaud compensera l'air froid de la nuit pour éviter que le son redescende au sol. Il sera ainsi diffusé et dilué loin, loin, loin. Et donc on a la compétition internationale avec les premiers, deuxièmes, troisièmes, au niveau international, au niveau Canada, au niveau France. Après on peut faire des tris comme on veut sur les résultats. Alors pour notre sponsor, c'est l'industrie qui va proposer les défis et challenges, mais aussi les laboratoires. Il y a déjà eu des sujets de proposer. Donc les problématiques, comme je disais tout à l'heure, sont variées. L'avantage, c'est souvent ce que nous disent les industriels, c'est qu'ils n'auraient pas eu les résultats en interne. Ces résultats-là, avec la différence générationnelle et autres, ils n'auraient pas eu ces résultats en interne. Ça leur permet d'être visibles de manière assez sympa auprès des étudiants. Alors pour les petits détails, donc c'est 1 000 $ par challenge, et puis sponsor international 5 challenges, or 10 challenges et platine 20 challenges. Donc ça c'est les participants, donc c'est très varié, hein. Croisière AML, Biodôme, la ville de Montréal, ce sont des casseroles, Orange c'est opérateur téléphonique, c'est très très varié. Donc les clientèles, pour l'instant c'est essentiellement adultes. Alors ce qui est intéressant c'est que c'est transdisciplinaire et transgénérationnel. C'est-à-dire que nous étudions les TS, quand ils font ils travaillent en groupe, généralement c'est à l'intérieur du département. C'est très très rare qu'ils travaillent avec d'autres départements, sauf peut-être dans les clubs ou autres, mais sinon c'est très très rare. Et travailler entre institutions, un étudiant d'ETS avec McGill et HEC, c'est encore plus rare. Alors que là c'est possible. Donc c'est transgénérationnel, transdisciplinaire, donc on va appeler de plus en plus, pas forcément pour cette édition, mais pour les éditions prochaines, on espère avoir de plus de monde du quartier, des citoyens qui viendraient. Donc on aura aussi des sujets adaptés sur la qualité de vie dans le quartier, etc. Et eux, ce qu'ils voient, les étudiants, c'est un lien direct avec l'entreprise et puis un challenge, quoi.
Et puis enfin, on leur laisse la liberté de faire ce qu'ils ont envie de faire. Pendant 24 heures. C'est 24 heures pour eux, ils font ce qu'ils veulent, et c'est un challenge pour eux. Et ça, après, ils le mettent facilement dans leur CV. Quoi. Et ils s'en vantent aussi un petit peu. Mais ce qui est très bien. Et c'est gratuit. Ouais, vas-y, vas-y. Et pour la langue? Chacun s'exprime dans sa langue. Alors, on a restreint pour l'instant à français, anglais, espagnol. Donc, on a des vidéos en anglais, en français, en espagnol. C'est au jury de s'adapter. Et quand il y a besoin, il y a un traducteur. Mais pour une vidéo de 2 minutes, très visuelle, on arrive à comprendre assez facilement. Ouais. Alors, pour l'instant, c'est français, anglais, espagnol. Et en Chine, il faut choisir ce qui... Ouais, français, anglais ou espagnol. Ouais. En Chine, c'était Lutzeus. C'est une école française en Chine. Voilà, donc, ça a simplifié les choses. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est Lutzeus. Et on avait envoyé des étudiants de ETS en Chine. Voilà. Des questions, non? Ok, alors peut-être une vidéo que la ville de Montréal nous a faite, très gentiment. Très professionnelle en plus, comme vidéo. Les 24 heures de l'innovation, c'est une compétition internationale. Donc des industriels ou des chercheurs proposent des challenges créatifs à des participants, essentiellement des étudiants. Actuellement, il y a 1500 étudiants participants répartis de par le monde. Et les challenges ont été proposés aujourd'hui à 9h du matin. Les participants ont 24 heures pour travailler sur ces challenges et proposer des vidéos de 3 minutes sur leurs résultats. Alors en ce moment, on travaille sur un robot lave-vitre. On va devoir innover et créer en fait un robot qui va remplacer l'homme sur les passerelles. Le 24 heures, ça nous met comme défi de faire un projet dans un temps limite avec le plus d'idées qu'on peut. C'est plus ça qui nous a donné l'envie de participer à ce projet-là. Justement de relever le défi, d'innover, de penser, d'être créatif. Alors, le premier prix pour le 24 heures de l'innovation tenu à l'École de technologie supérieure est décerné à l'équipe Gangstative. Félicitations. On a eu de très beaux projets qui ont été présentés, beaucoup de créativité, d'innovation, des sujets complètement différents, venant du fait qu'on avait des équipes qui étaient multidisciplinaires. Alors, autant au niveau créativité plus artistique, on avait un côté très technique, de génie mécanique si on veut. J'arrivais dans cette compétition vraiment sans attente particulière et c'est avec un peu ravissement que j'ai été carrément jeté par terre. L'intelligence et la créativité des gens, des projets, c'est assez surprenant. Ils ont juste eu 24 heures pour tout faire ça, je tiens à le souligner, fait que c'est assez exceptionnel. Alors les 24 heures, c'est né à l'Estia, en France. Et on travaille avec eux à améliorer sans arrêt l'événement. Alors c'est une plateforme d'expérimentation et puis on a déjà produit des articles, notamment avec McGill, sur comment les étudiants interagissent, quels outils ils utilisent. Là par contre, par exemple, on peut dire que les équipes qui réussissent bien, généralement, elles ont une dizaine d'idées au bout de 10 heures. Elles choisissent une idée en particulier au bout de 10 heures et elles commencent à la tester. Voilà. Ça c'est le schéma type de l'équipe qui gagne. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne suivent pas ce schéma ne vont pas gagner, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a observé. Donc au début, on observait, puis maintenant, on va conseiller. On va essayer de conseiller. Et on va essayer de faire des pronostics. En fonction de la constitution des équipes, on va peut-être dire à celle-ci va être bien placée, puis on va regarder au final ce que ça va donner. Donc il y a beaucoup d'observations à faire en termes de créativité, en termes d'échange d'informations, à tous les domaines. Bon, tous les voyants sont ouverts. Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, ça va faire partie d'un événement qui va animer la plateforme d'idéation. Donc, il y a Ingo, 4e étage, dans le bâtiment juste à côté.
où on va travailler avec HEC, McGill, pour essayer d'observer cette phase de créativité. Et par la suite, si on robustifie nos concepts, et si le planétarium est donné est cédé à l'ETS et s'il est transformé en hub de créativité, on aurait tout l'espace du planétarium pour travailler sur ce hub de créativité, sur cette phase de créativité. Donc tout l'espace du bas, ce serait pour les différentes phases, et l'espace du haut, donc il y aurait une plateforme qui serait coulée là. L'espace du haut, donc là c'est le dôme, et on est toujours limité un peu par la taille de l'écran. Là on aurait tout le dôme, et on peut imaginer des constellations d'idées avec une centaine de personnes qui mettent leurs idées, qui les bougent, qui les mettent ensemble, etc. Donc là on aurait un outil fabuleux pour... et c'est un outil unique au monde. Ouais. Les transports, les idées bougées. Ah, mais maintenant, ouais, peut-être nous, mais nos étudiants, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Donc, en conclusion, parce que je ne voudrais pas... ils travaillent beaucoup, nos étudiants, je tiens à le préciser officiellement. En conclusion, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, sans arrêt, on évolue au niveau des 24 animations. Le concept est le même, mais là, cette année, on va essayer d'apporter un petit peu plus de fun pendant les 24 heures. On va essayer de les accompagner. On va essayer d'avoir un jury vraiment international avec des personnes qui participent de partout. Donc la plateforme Inokis nous aide à gérer l'ensemble. On a pas mal de visiteurs qui viennent voir les résultats. Il y a des personnes qui s'inscrivent, mais aussi des personnes qui viennent uniquement voir les résultats. C'est enfin un outil d'innovation ouverte. On en parle beaucoup, l'innovation ouverte, mais c'est pas forcément si répandu que ça. Donc là, c'est vraiment le cas. Et généralement, les étudiants qui viennent participent la fois d'après. Quand ils y ont goûté, après, ils ont envie de continuer. Voilà, merci.